21h41 à Paris, 20h40 à Niamey, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la France qui quitte le Niger. Paris a fini par capituler. Les militaires qui ont pris le pouvoir fin juillet avaient demandé le retrait des troupes françaises et le départ de l'ambassadeur. Décryptage avec notre invité Niagalé Bagayoko, spécialiste du Sahel. Et puis également sur le plateau du journal de l'Afrique, Succès Masra, opposant tchadien en exil. Nous l'interrogerons entre autres sur le possible redéploiement des troupes françaises au Tchad et sur son éventuel retour dans le pays. La réponse dans un instant. Le report de la présidentielle au Mali annonce des militaires au pouvoir. Le scrutin était prévu en février 2024. Il sera légèrement reporté pour des raisons techniques selon Bamako. On fera le point avec Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Et de Troyes, après avoir été chassée du Mali, du Burkina Faso, la France va devoir quitter le Niger à la demande des militaires au pouvoir depuis fin juillet. Un départ après un bras de fer avec les militaires. Les réactions au Niger ne se sont pas fait attendre. Ce n'était donc qu'une question de temps. Emmanuel Macron concède le départ de l'ambassadeur et des militaires français du Niger sous la pression de la junte au pouvoir dans le pays. À Niamey, après l'annonce ce dimanche soir, plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant la base aérienne qui abrite les militaires français pour manifester leur joie. Les Français peuvent partir parce qu'ils ont militairement échoué. Ils ont diplomatiquement échoué. Du moment où l'ambassadeur de la France a été déclaré comme persona non grata, il doit quitter carrément le pays. Un bras de fer qui aura donc presque duré 2 mois entre un pouvoir militaire au Niger en mal de reconnaissance internationale et qui a très tôt pris un virage anti-présence militaire française et un gouvernement français qui a échoué à imposer sa vision dans le pays où plus de 1500 de ses soldats sont stationnés. L'opération Al-Mahou, partenariat de combat entre les militaires nigériens et français, avait pourtant donné des résultats dans la lutte contre le terrorisme, comme l'avaient affirmé les responsables militaires des 2 pays à plusieurs reprises. Aujourd'hui, une partie de l'opinion publique affirme que le Niger a les capacités de lutter seul contre les groupes armés terroristes. Nous sommes obligés de pouvoir lutter contre le terrorisme, sans quoi on sera écrasé. Si les terroristes sont les nôtres, pourquoi ne pas pouvoir les combattre ? Depuis le coup d'État du 26 juillet dernier et plusieurs suspensions de partenariats militaires avec des pays étrangers, les attaques terroristes se sont multipliées au Niger. Niagalé Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, merci d'être avec nous ce soir pour décrypter cette actualité. Alors la France a fini par partir, c'était prévisible, c'est un échec de la diplomatie française. Oui, à l'évidence, on voit qu'il y a eu une fois de plus des lignes rouges qui ont été fixées et qui ont été dépassées par les interlocuteurs internationaux. Il s'agit du 3e pays qui parvient à pousser la France au départ et on ne peut que constater un échec de la stratégie diplomatique et sécuritaire qui a été adoptée par la France. Alors, Washington a réagi par la voix de son secrétaire d'État à la Défense, Lloyd Austin. On va l'écouter et on y reviendra juste après. Nous espérons une solution diplomatique. Nous voulons une fin pacifique à la crise et surtout nous voulons que les autorités démocratiquement élues du Niger soient préservées. Même si nous donnons une chance à la diplomatie, nous allons aussi continuer d'évaluer toutes les options qui préserveront nos objectifs démocratiques et sécuritaires, et ces 2 objectifs sont interdépendants. Alors Niagalé Bagayoko, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela signifie que Washington va se déployer davantage ? Est-ce que cela signifie, comme à l'époque de Donald Trump, que Washington envisage de se retirer ? Ou on sait à quel point la base d'Agadez, la base américaine, est importante. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors l'importance de la base d'Agadez, elle est contestée, y compris par les plus grands spécialistes sécuritaires américains. Il y a un fil très intéressant de Michael Shurkin, notamment à ce propos.
Cette base dont la construction a coûté 100 millions de dollars est considérée comme une goutte d'eau dans le budget du Pentagone. Ce que l'on constate à travers ces déclarations, c'est l'inconfort également de la diplomatie américaine, dont on voit que la stratégie nationale de sécurité qui était fondée sur l'affirmation de l'ordre démocratique se trouve aujourd'hui prise en défaut par les événements qui se produisent. Il y a aujourd'hui pour tous les acteurs internationaux un choix à faire entre réel politique et politique fondée sur la promotion de valeurs démocratiques et libérales. Alors le départ de la France n'est pas une opération facile d'un point de vue logistique. Paris parle d'un délai de 3 mois. Au Mali, cela a pris 6 mois. Paris envisage-t-elle non pas simplement de se retirer, mais plutôt de se redéployer, et par exemple au Tchad ? Alors cela fait bien entendu partie des grandes interrogations, mais précisément un redéploiement au Tchad, qui, il faut le rappeler, est le point d'ancrage de la France dans l'Afrique centrale et au Sahel, bien avant son implication en 2013 dans le cadre de l'opération Serval puis de l'opération Barkhane. Il y avait le dispositif Épervier qui a ensuite été absorbé dans le cadre de l'opération Barkhane. Aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir si les principes démocratiques qui sont affichés par la France sont compatibles avec une coopération extrêmement poussée avec un régime qui est issu d'une accession au pouvoir de type inconstitutionnel et qui est également composé de militaires. Aujourd'hui, ce qui fait la faiblesse de la France dans la façon dont son message est perçu par les opinions publiques ouest-africaines est l'impression de double discours, de double standard. Pourquoi condamner la junte malienne, ou nigérienne, pourquoi ne pas condamner la junte tchadienne? Une clarification, à mon avis, s'imposera forcément. Merci. Et justement, Niagalé, on va en parler avec notre invité Succès Masra, opposant tchadien. Vous êtes à Paris en ce moment, vous étiez en exil et vous comptez repartir au Tchad. Je vous pose la question, pensez-vous que la France va se redéployer au Tchad? La France ne devrait pas devenir un sans domicile fixe en déménageant d'un pays à un autre. Je crois que le véritable domicile des forces françaises, c'est ici à Paris. Et un peu d'histoire. Le général de Gaulle, qui a fait appel à mes ancêtres, aux tirailleurs tchadiens et sénégalais, pour aider à libérer la France, après quelques années, a demandé aux Américains de quitter Paris. Ça n'a pas empêché aux Français, aux Américains de demeurer des alliés, mais en bâtissant sur des bases nouvelles. Il faudrait que la France entende cela. En politique, les symboles sont importants. Il y a des symboles dont la France a besoin de se débarrasser aujourd'hui. Les nouvelles générations les demandent. C'est une intelligence pour regarder l'Afrique 3.0 avec les loupes, non pas du XXe siècle. Et donc, je crois que l'intelligence collective, ce serait justement de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler ensemble sur les questions sécuritaires et sur les questions de développement dans un respect mutuel, sans avoir besoin de s'embarrasser des symboles qui ne sont défendables nulle part. Et je crois que 1, 2, 3... et 4, et 5, et 6, ça donnerait l'impression que la France est en train d'être chassée un peu partout, alors que la France a les moyens d'anticiper, d'écouter. Ça fait des années que nous avons rappelé cela. Je crois que l'imprécision sur le double langage a été rappelée. Justement, est-ce que vous rejoignez ce que vient de dire Niagalé Bakayoko? Non seulement nous rejoignons, mais nous avons anticipé cela. La France, dans les capitales africaines, dans les capitales européennes, tout ce qui est reproché aujourd'hui à la France sur le continent africain, et nous avons dit d'ailleurs que dans notre langue, il y a un peu ce qu'on appelle le lingui. Le Tchad est berceau de l'humanité. La France a enterré une partie majeure de sa crédibilité sur le continent africain au Tchad à travers son attitude. Et ça, nous n'avons pas attendu que les choses se passent maintenant. Nous avons dit à tous les niveaux possibles qu'il fallait changer cette donne. Et donc, les Africains aujourd'hui, ce qui se passe à Paris est vu dans mon village de manière instantanée. On ne peut plus leur servir un double langage. Et on ne peut pas expliquer à des Africains civils ou militaires formés dans les mêmes endroits que des dirigeants de France ou des États-Unis, qu'ils n'ont pas la lucidité de comprendre ce qui est utile pour le XXIe siècle avec une génération décomplexée qui peut bâtir des partenariats avec tout le monde, y compris la France, mais à la France de s'adapter et de faire en sorte qu'elle devienne un partenaire avec lequel on peut travailler dans la dignité. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'avenir. Vous voulez réagir, Niagalé ?
Non, oui, très volontiers. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui une très vaste vague de protestation qui embrasse l'ensemble de l'Afrique. On a pensé qu'elle était limitée au Sahel, mais en tout cas, on voit que l'Afrique francophone de l'Ouest, ou du centre, aujourd'hui se reconnaît dans des discours de fierté nationale, d'affirmation de sa dignité. Et cela passe par l'émancipation vis-à-vis de ce qui est perçu comme du paternalisme. Cela dit, ce que l'on devra regarder dans les semaines et les mois à venir, c'est la question de savoir si le fait de se débarrasser du repoussoir de ce qu'est la France aujourd'hui permettra au pouvoir actuellement en place, avec le soutien des opinions publiques, de conserver une telle popularité. Ces pouvoirs, avec le départ de la France, risque aussi de se trouver confrontés aux réalités de leur gouvernance nationale et locale. Alors, Succès Masra, je le disais tout à l'heure, vous allez annoncer votre retour au Tchad. Oui, je l'ai annoncé déjà le 11 août, mais la date a été choisie. Nous allons rentrer au Tchad avant le 20 octobre, d'ici le 18 octobre précisément, parce que nous avons fini la mission que nous avions à l'international pour porter la voix de ce peuple après cette crise majeure du 20 octobre, pour amener les faits, pour chercher des partenariats, pour montrer la vraie histoire du Tchad qui a été un peu noyé. Et l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de retrouver ce peuple-là et de continuer la lutte à ses côtés. Donc avant le 20 octobre, vous dites, vous avez donc fait cette tournée. Est-ce que vous ne pensez pas, et certains observateurs le disent, que ça vous a éloigné du Tchad? Il y a des échéances, notamment le référendum constitutionnel. Est-ce que ça ne vous a pas trop éloigné du Tchad? Est-ce qu'il ne fallait pas rentrer plus tôt? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une mission qui a duré quelques mois, qu'il fallait mener, parce que l'histoire du Tchad a été tronquée au niveau international. Et des voix comme les miennes sont aussi là pour rappeler le double jeu, le double standard, le maquillage qui a souvent été organisé. Donc c'est même en complicité avec mon peuple. Sur le plan du parti, on a eu plus de 50 000 nouveaux membres. Le parti a un ancrage incroyable. Donc cette lutte, oui, les transformateurs, ça continue. Donc nous restons cette force politique majeure. C'est un travail qui a été accompli à l'international. Ce travail est terminé et je repars auprès de mon peuple avec l'espoir que nous pouvons trouver un accord de réconciliation sur la base de la justice et de l'égalité. Justement, où en est le dialogue national? De réconciliation, vous voulez dire. Il y a un stock je dirais, de problèmes politiques avant le 20 octobre qui devait être la fin des 18 mois annoncés par la junte arrivée au pouvoir, qui n'ont pas respecté leurs paroles sur cette donne-là. Il y a donc un stock de problèmes politiques qui n'avaient pas été résolus avant le 20 octobre. Puis il y a un stock de problèmes nés après le 20 octobre avec les massacres qui ont eu lieu. Donc il faut résoudre les deux. Sur ça, nous avons mis sur la table une proposition de réconciliation nationale en discutant avec tous les partenaires du Tchad, y compris le facilitateur désigné par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc pour nous, la balle est dans le camp de ceux en face pour qu'ensemble, on résolve ça sur la base de la justice et de l'égalité pour avancer ensemble et trouver des voies et moyens qui permettront au Tchad de faire ce qui n'a jamais encore eu lieu au Tchad, que les Tchadiens choisissent démocratiquement leurs dirigeants. Depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, quelques personnes à bord de quelques pick-up armés soutenus au niveau international, de bout en bout, y compris ceux qui ont organisé un sentiment anti-français. Par exemple, le président Déby avait rappelé qu'il voulait quitter le pouvoir, la France l'a imposé, que la France a assassiné le premier président tchadien parce qu'il a donné le pétrole aux Américains. Tous ceux-là ont bénéficié pourtant d'un soutien de Paris de bout en bout. Aujourd'hui, les Tchadiens et les nouvelles générations, que ce soit à N'Djamena ou à l'autre au Sénégal, où mon ami Sonko est en train de souffrir aujourd'hui dans les prisons, nous voulons une Afrique décomplexée, nouvelle, capable de travailler avec tous les partenaires, mais une Afrique où les Tchadiens, les Africains choisissent leurs dirigeants. C'est ça l'enjeu, c'est ça que nous allons continuer à mener comme lutte. Merci beaucoup, Succès Masra. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, à Niagalé Bagayoko. Ce nouveau report de la présidentielle au Mali, le scrutin prévu en février 2024, censé marquer le retour des civils au pouvoir, sera, selon Bamako, légèrement ajourné pour des raisons techniques. Pour en parler, nous retrouvons Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Serge, bonsoir. Ce report n'est pas une surprise.
Non, ce n'est pas une surprise. Et la suite, c'est nous organiserons les élections présidentielles maliennes quand il faut, et le président élu va organiser les élections législatives et même communales. Évidemment, une question saute à l'œil, aux yeux. Le colonel Assimi Goïta, le chef de la junte malienne, sera-t-il lui-même candidat à la prochaine présidentielle? L'intéressé lui-même n'a pas encore dit oui, mais des clubs de soutien demandent qu'il se présente. Certains avancent que la charte de la transition ne l'autorise pas à être candidat à la prochaine présidentielle. D'autres estiment que la nouvelle constitution l'autorise à être candidat. On observera donc scrupuleusement ces faits et gestes. Un mot sur ce report de la présidentielle. Les observateurs notent quand même que les arguments de la junte malienne ne tiennent pas forcément debout. Principal argument de ces observateurs, les élections référendaires. L'élection référendaire de mars dernier a été tenue avec le même dispositif et a été validée par la Cour constitutionnelle du Mali. Pourquoi, avec les mêmes listes électorales, avec le même dispositif, on ne peut pas tenir les législatives de décembre et surtout les présidentielles de février 2024? Il y a anguille sous roche, disent les mêmes observateurs. Au Gabon, les arrestations se poursuivent contre les anciens membres du régime Bongo. Après celle de Noureddine Bongo, fils de l'ancien président, et plusieurs de ses proches, c'est au tour des anciens ministres du pétrole et des travaux publics. Les deux hommes ont été écroués vendredi dernier. La correspondance d'Ismaël Ombianze. Ce sont les dernières personnalités du régime Bongo à être placées sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. L'ex-ministre du pétrole Vincent de Paul Massassa est accusé de détournement de fonds publics, concussion et blanchiment de capitaux. Son collègue des travaux publics, Léon Armel Bunda Balonzi, est poursuivi pour corruption et association de malfaiteurs. Les poursuites contre les anciens dirigeants du régime Bongo se multiplient, mais à Libreville, l'opinion publique reste partagée entre espoir et doute sur l'opération de moralisation de la vie publique initiée par les militaires depuis leur prise de pouvoir. La première personne responsable, malheureusement, n'a pas été arrêtée, la personne d'Ali Bongo. Même étant malade, il devrait d'abord répondre de ses actes, de la gestion qu'il en a faite du pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense que le CTRI est en mouvement et que tous ceux-là qui ont participé au pillage vont être saisis. Le président de la transition, il est en train de travailler. Oui, il travaille, il arrête, on voit. On voit les soins 15 millions, mais on n'est pas vraiment sûr si la jeunesse va travailler, ou bien la jeunesse ne va pas travailler, ou bien c'est le même régime. Le gouvernement de transition a par ailleurs annoncé la mise en place d'une commission d'enquête sur les marchés publics pour réduire la dette publique qui serait passée de 400 à 3 000 milliards en 3 ans à cause des surfacturations. Et ce soir, on vous parle également de ce drame au Bénin. L'incendie d'un dépôt de carburant illégal a fait 34 morts et 20 blessés dans le sud-est du pays. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Emmanuel Soji. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux étaient insoutenables. Elles montraient les conditions dans lesquelles les victimes sont mortes. On y voyait un immense brasier. Ce sont des corps entièrement calcinés qui ont été ramassés. C'est la première fois au Bénin qu'un incendie causé par une explosion liée à l'essence de contrebande fait autant de victimes. Le bilan est lourd, 35 morts, dont 2 bébés. Selon plusieurs témoins, l'incendie s'est déclenché au moment du déchargement du carburant. Les secours et les membres du gouvernement sont arrivés très vite sur les lieux et puis un dispositif sanitaire d'urgence a été aussitôt déclenché ainsi qu'une cellule de soutien et d'écoute pour les familles de victimes et pour tous ceux qui se sentent traumatisés par ce qui s'est passé. Nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation. Au Bénin, la vente d'essence de contrebande qu'on appelle le Kpaya fait vivre des dizaines de milliers de personnes. C'est pour elle la seule manière de ramener à la maison un peu d'argent. Malheureusement, cette activité qui n'est pas interdite est très dangereuse car la vente se fait dans des bouteilles sans aucun respect des conditions de sécurité. Les autorités ont recensé plus de 50 000 points de vente de Kpaya sur l'ensemble du pays. Le gouvernement, conscient de ce fait, a lancé l'année passée un programme de mise en place de mini-stations. Parce qu'on ne pourra pas réussir d'un coup de baguette magique à arrêter ce commerce. Et l'interdiction n'est pas à l'ordre du jour. Donc il faut reconvertir, il faut faire un processus d'accompagnement. Dans le cadre de l'incendie de l'entrepôt d'essence de contrebande, ce samedi, une enquête a été ouverte par la justice béninoise pour connaître les circonstances exactes du drame et situer les responsabilités. L'exécutif béninois a donné jusqu'à ce mardi à l'ensemble des préfets et maires pour faire un état des lieux dans tout le pays de tous les dépôts d'essence de contrebande. Au Bénin, 70% de l'essence achetée provient du circuit informel.
On connaît désormais la date de la présidentielle en Égypte. Elle aura lieu du 10 au 12 décembre prochain et on connaîtra le nom du vainqueur le 18 décembre, annonce de la commission électorale du pays. Les détails avec notre correspondant au Caire, Édouard Dropsy. Alors que la semaine dernière se tenait déjà une conférence de presse où il avait été martelé que remettre en cause l'intégrité de l'autorité nationale des élections serait considéré comme un crime, la dite autorité a enfin révélé les dates de l'élection présidentielle égyptienne. Dépôt des candidatures du 5 au 14 octobre, début de la campagne le 8 novembre, premier tour du 10 au 12 décembre. Dans un pays où traditionnellement les scrutins sont clos dès le premier tour, l'autorité nationale des élections a tout de même prévu la date du 8 janvier en cas de second tour éventuel. Au pouvoir depuis 2014, le président Sisi devrait briguer un troisième mandat, comme l'autorise la modification constitutionnelle de 2019. Et alors qu'en 2018, les élections avaient eu lieu en avril, certains s'interrogent sur un calendrier avancé. Il n'en est rien. La loi électorale prévoit que les élections doivent se tenir 3 mois avant la fin de la mandature, ce qui nous amène donc en janvier. Ce qui reste un atout pour le gouvernement égyptien. Enfoncé dans une crise économique depuis plus d'1 an, l'Égypte doit procéder à une nouvelle dévaluation le plus tôt possible, ce qui, comme argument électoral pour le parti au pouvoir, restera extrêmement impopulaire. La 34e édition de la course de natation des îles Dakar-Gorée, une course devenue mythique. Elle est le rendez-vous des amoureux de la natation au Sénégal. Cette année, plus de 650 amateurs et professionnels y ont participé. Écoutez ces réactions au micro de nos correspondants. Je me suis entraîné matin, midi et soir, donc cette victoire est une consécration de mon dur labeur pour lequel j'ai travaillé et je savais que la victoire m'était assurée. Les années précédentes, j'avais l'habitude de prendre la 3e place, etc. Donc prendre la première place cette année, ça me fait très plaisir. On s'est juste entraîné plus dur. Chaque année, c'est l'une des activités que l'on attend le plus sur l'île. Il y a de l'ambiance, des jeux. Vraiment, c'est très agréable. J'ai 2 enfants qui participent depuis des années et je suis venu le supporter. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. On va se quitter sur ces belles images. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.